À tous, un grand merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce troisième colloque de la chaire UNESCO Alimentation du Monde de Montpellier-Supagro, dont j'assure moi-même le secrétaire général. Je suis Damien Connaré. Et donc les activités de notre chaire tournent autour de trois grands axes. La formation. Pour ça, on organise des séminaires de formation pour des étudiants de niveau master. Et en particulier un focus avec des étudiants du master IPAD de Montpellier-Supagro. IPAD pour innovation et politique pour une alimentation durable. Des étudiants qui nous aident aujourd'hui pour rédiger des synthèses, donc je les en remercie. Des synthèses qui seront publiées sur le site internet de la chaire, ainsi que les vidéos, puisque la journée est filmée. Donc on mettra en ligne sur le site de la chaire les vidéos de cette journée. Vous pouvez aussi éventuellement, si ça vous intéresse, aller voir les éditions précédentes sur le site internet. Vous verrez aussi les vidéos et les synthèses des éditions précédentes. Autre activité de la chaire, c'est la recherche. On coordonne pour le compte d'Agropolis Fondation un programme de recherche sur les systèmes alimentaires urbains. Et enfin, des activités de dialogue sciences-société, transfert des connaissances à travers des séminaires, des conférences, et dont participe ce colloque aujourd'hui. Qui est a priori plutôt un succès d'audience, puisque en quittant mon bureau hier soir, au dernier pointage, il y avait 550 personnes qui se sont inscrites pour cette journée. Donc ils vont arriver, soit peut-être des gens qui ne viennent pas le matin, qui arriveront peut-être plutôt cet après-midi. On sait aussi qu'il y a des gens qui s'inscrivent qui ne viennent pas, mais inversement, des gens qui ne sont pas inscrits qui viennent quand même. En tout cas, un succès qui nous ravit a priori. On verra au bilan ce soir, mais enfin, on s'en satisfait déjà ce matin. C'est au moins un intérêt que nos activités intéressent beaucoup de monde. C'est toujours un plaisir. Alors, a priori, une fois que ce sera rempli ici, il y a un amphi annexe qui sera ouvert, vers lequel il y aura une visioconférence, où les débats d'ici seront visionnés dans l'amphi. C'est le 208. Alors, la répartition, une répartition un peu rapide des inscrits aujourd'hui montre qu'on a 20% d'enseignants-chercheurs, 40% d'étudiants et 40% qu'on pourrait qualifier de hôtes, c'est-à-dire des gens qui viennent du monde associatif, des élus locaux, des agents des collectivités territoriales, et puis des non-inscrits, des gens qui sont venus en propre, seuls, assister à cette conférence. Donc pour nous, c'est plutôt satisfaisant, parce qu'on était dans des répartitions qui étaient plutôt 30-30-30 les années précédentes. Donc c'est-à-dire que la proportion va plutôt en faveur des étudiants et d'un grand public, justement, qu'on souhaite toucher. Donc c'est très satisfaisant pour nous. Alors vous avez vu cette affiche qui a visiblement un petit peu suscité quelques interrogations. On parle de nouveaux modes de consommation, et puis pour illustrer ça, une vieille photo ici du fond de la Bibliothèque nationale de France. Donc vous imaginez à peu près le clin d'œil, l'idée de dire que est-ce que tout est si nouveau que ça en matière d'innovation de consommation alimentaire? Pas forcément, c'est ce qu'on entreverra aujourd'hui. Moi, je me suis occupé pendant de longues années d'une revue qui s'appelait Le Courrier de la Planète et qui était éditée par une ONG Solagral. Et s'il y a deux choses assez simples que j'ai retenues de ce travail d'édition, c'était qu'en abordant un sujet, de s'intéresser toujours à l'histoire et à la géographie de la question qu'on traitait. Donc l'histoire pour se demander un petit peu comment c'était avant le sujet qu'on traite, et la géographie pour savoir comment en fait ça se passe ailleurs. Donc comment ça se passe ailleurs, pour ça on a invité un certain nombre d'intervenants de pays étrangers qui vont nous permettre de changer un peu la géographie de notre regard sur la question du jour. Et puis comment ça se passe avant, c'est le clin d'œil sur cette affiche, voir que s'intéresser à des modèles alternatifs de consommation n'est pas totalement nouveau. Là, on voit, on est dans la bonne ville de Troyes, au début du XXe siècle. C'est La Laborieuse, une société coopérative régionale de consommation qui avait été lancée à l'époque à l'initiative de la chambre syndicale de la métallurgie. On se situe dans la lignée des mouvements communautaires utopistes et socialistes de la première moitié du XIXe siècle, et avec les premières coopératives de consommation qui avaient été créées en Grande-Bretagne vers 1835. Et voilà, en recherchant dans les archives de la Bibliothèque nationale de France ce qu'on nous dit à propos de la Laborieuse. Les débuts furent durs. La vente n'avait lieu que 3 jours par semaine, les jeudis et samedis de 8 à 10 heures du soir, et le dimanche matin de 8 heures à 1 heure de l'après-midi. Les premiers administrateurs furent les premiers répartiteurs. Il n'y avait que peu de marchandises, quelques billes de savon, un fût d'huile, un peu de café et une barrique de vin posée sur 2 tréteaux. Au bout d'un mois, on ouvrit 4 jours par semaine,
Et petit à petit, les adhérents arrivaient et en janvier 1887, ils étaient 500. Le magasin était trop petit, il fallait émigrer rue de Prèze. La société était lancée et ne devait plus s'arrêter dans la voie du succès. Donc voilà une belle aventure de société coopérative, comme il y en a existé beaucoup. Et c'est ce qu'on verra, notamment ça résonnera avec une intervention qu'on aura ce matin, qui reviendra un petit peu justement sur l'histoire de cette histoire coopérative et comment ça résonne avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc la journée sera partagée en 4 temps. Une première intervention de Jean-Pierre Poulain qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour une conférence inaugurale. Jean-Pierre Poulain qui est socio-anthropologue de l'alimentation. On aura ensuite une pause café qui nous est proposée par nos amis d'Artisans du Monde qui tiennent aussi une table de vente de leurs produits auxquels vous ferez bien sûr grand honneur. Une première session sur les initiatives qui existent en matière de nouveaux modes de consommation avec des expériences d'ici et d'ailleurs. On aura ensuite un repas. Donc on vous invite dans le hall d'honneur de l'amphi à l'entrée avec un repas, un buffet à base de produits bio, locaux, frais, de saison, enfin bon, tout comme il faut, sain et équilibré. On a prévu pour a priori beaucoup de gens, mais peut-être qu'on va être dépassé par le nombre de présents. Donc bon, le maître mot sera pondération, frugalité et partage. Hein. À l'issue de ce repas, on entamera une deuxième session sur des exemples de modalités d'incitation au changement. Donc on verra comment est-ce qu'on arrive à inciter les changements de comportement alimentaire. Et puis on terminera par une table ronde sur finalement l'acceptabilité des consommateurs de toutes ces évolutions. Et puis une synthèse conclusion nous sera proposée, on sera là vers 17h30. Voilà, donc c'est une journée assez dense, assez grande, donc rappel aux intervenants de bien tenir dans le temps qu'on vous a imparti, de 10 minutes, un quart d'heure de présentation, ce qui permettra de vraiment de privilégier l'échange avec la salle, ce qu'on va faire tout au long de la journée à travers des débats. Me reste à remercier les soutiens qui nous ont accompagnés tout au long de l'aventure de la chaire, là depuis maintenant 2 ans et demi. La Fondation Agropolis, et puis plus particulièrement pour l'événement qui nous concerne, la Fondation Daniel et Nina Carasso, avec qui vous ferez un peu plus connaissance en fin de matinée parce qu'on remet conjointement avec eux un prix étudiant. Merci aussi à nos partenaires sur cet événement, Agropolis International, la librairie Soramps, dont vous avez pu voir dans le hall qui tiennent une table de vente, et puis aussi la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, pardon. Un merci tout particulier, alors je ne sais pas si elle est là et peut-être qu'elle ne m'entendra pas dans le hall, mais à Laure Aon qui m'a très efficacement épaulé en coulisses pour la réalisation de cette journée, je leur remercie. Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à relayer l'information et ils ont été très nombreux. Et avant de céder tout de suite la parole à Anne-Lucie Sivac, qui est la directrice générale de Montpellier Supagro, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, pleine de bonnes idées, d'agréables et fructueuses rencontres. Bonne journée à vous. Anne-Lucie. Ma première action est toujours de baisser les micros pour me mettre à niveau. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce 3e colloque de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Alors tout d'abord, il me semble important de rappeler l'esprit et les missions de ces chaires qui sont labellisées par l'UNESCO et qui ont pour vocation première de contribuer au progrès et au partage des connaissances en mobilisant les sciences, l'éducation, la culture sur de très grands enjeux de société. Et il est clair que l'alimentation est un très grand enjeu de société. Alors bien sûr, il ne s'agit pas aujourd'hui, vous l'avez compris, d'une journée scientifique, académique, mais plutôt une journée d'échange entre les enseignants, les chercheurs, les étudiants. Ils sont nombreux aujourd'hui, j'en suis ravie. Et les autres acteurs, les 20% autres qu'a cité Damien, mais qui ont une importance considérable dans ce débat, représentants de la société civile, des entreprises, des organisations professionnelles, des associations. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que pour aborder le sujet de l'alimentation, le point de vue de la posture de cette chaire UNESCO Alimentation du Monde est clairement de se situer dans une approche interdisciplinaire, une grande ouverture internationale et de s'inscrire dans les grands enjeux du développement durable.
Et c'est clairement cette chaire UNESCO a clairement une vocation de servir de plateforme de collaboration entre toutes ces disciplines et ces approches, ces regards croisés, en mobilisant des savoirs agronomiques, technologiques, la nutrition, l'économie, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres disciplines pour aborder ce problème complexe que sont les déterminants de l'évolution des systèmes de consommation et d'alimentation. Bien loin de postures un peu maintenant on peut dire anciennes, avec une vision beaucoup plus productiviste, produire plus pour nourrir plus, etc. Donc on est vraiment très loin maintenant de cette position un peu traditionnelle et on rentre dans des débats qui sont autrement plus complexes. Alors cette plateforme de collaboration, elle dépasse le cadre montpelliérain puisque est associé à la chaire UNESCO un réseau Unitwin qui compte, je crois, une trentaine de partenaires dans 25 pays, donc un réseau très très large. Donc il s'agit bien d'un grand partage de connaissances au plan international. Alors, je voudrais quand même dire que représente cette chaire UNESCO Alimentation du Monde pour notre grand établissement d'enseignement supérieur agronomique, qui est Montpellier Supagro, qui accueille des étudiants en formation d'ingénieurs, licence, master et doctorat. Alors, pour vous dire ce que représente cette chaire UNESCO, je vais me référer à ce qu'a dit un enseignant-chercheur, je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, lors du dernier conseil des enseignants qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc, vous savez que le conseil des enseignants dans notre établissement est une instance extrêmement importante. Et nous débattions de la politique scientifique de l'établissement. Et cet enseignant-chercheur a dit, mais finalement, dans notre école, dans notre établissement, on est inséré dans un pôle, un grand pôle dont on dit qu'il est un des plus importants au plan mondial, un pôle de premier rang mondial en agronomie, alimentation, environnement, porté par l'association Agropolis International, dont je salue d'ailleurs la présence de son président, Bernard Hubert, partenaire de longue date. Et donc cet enseignant-chercheur disait, mais finalement, nous, établissement de formation supérieure, en termes de politique scientifique, est-ce qu'on doit juste se situer dans la lumière de tous ces grands géants, ces grands organismes de recherche scientifique qui sont présents à Montpellier, qui sont le CNRS, l'IRD, l'INRA et bien d'autres, et l'université bien sûr. Et donc il disait, est-ce qu'on n'est pas simplement dans... Notre stratégie doit-elle consister juste à se situer dans la lumière de ces grands organismes de recherche, ou bien est-ce que nous, école, on peut aussi éclairer. Est-ce qu'on peut éclairer avec une politique scientifique? Et ma réponse a été de dire oui, on peut revendiquer d'éclairer. Et le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, ça a été la chaire UNESCO. Et je leur ai dit, oui, on peut éclairer. D'ailleurs, regardez, la chaire UNESCO, elle éclaire dans le domaine de l'alimentation durable. Et elle attire. Damien disait qu'il y avait plus de 500 personnes aujourd'hui. Je crois que c'est ce rendez-vous pour cette toute jeune chaire qui a été créée en 2011 et qui est quand même... donc récente, cette capacité d'attirer, cette capacité qu'elle a eue à se situer déjà dans le paysage local, national et international, est la preuve que nous pouvons éclairer un certain nombre de thèmes scientifiques emblématiques pour le pôle montpelliérain. Donc, je voulais juste dire que cette chaire UNESCO Alimentation du Monde est une espèce de phare dans cet océan montpelliérain de connaissances, un phare pour l'école. Et je voulais dire, en tant que directrice générale de cet établissement, que nous sommes fiers de porter cette chaire. Et je voulais remercier, alors Damien a fait tous les remerciements, je voulais remercier tout particulièrement Jean-Louis Rastoin, qui a été l'initiateur et l'inspirateur de cette chaire. Alors bien sûr, je voulais également remercier toute son équipe et tous ceux qui, dans notre établissement, ont contribué à l'élaboration de cette journée. Je voudrais aussi, même si Damien a déjà remercié l'ensemble des partenaires, adresser mes remerciements tout spécialement à la Fondation Carasso, et puis à Agropolis International et à Sorams, qui sont donc les partenaires qui ont permis la tenue de cette journée. Alors, je vais finir là ma petite intervention, bien sûr en disant solennellement que je déclare ouvert le 3e colloque international de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Et surtout, je voudrais dire, et je ne peux pas ne pas faire ce genre de jeu de mots, mais clairement, cette journée doit être, enfin, on l'utilise beaucoup en anglais, on peut l'utiliser aussi en français, c'est la nourriture pour l'esprit. Et je finirai, mon dernier mot sera « régalez-vous ».
Bonjour à tous. Merci à notre directrice générale pour ses paroles aimables et ses encouragements. Alors, en réalité, c'est le 4e colloque, hein, parce que nous avons eu 3 colloques à Montpellier. Le premier a porté sur alimentation durable, un bien partagé. Le second a été organisé à Paris, et il s'appelait « Nourrir les villes et développer les campagnes ». Le 3e à Montpellier, « Quelles ressources pour nourrir les villes ? Eau, énergie, terre et emploi ». Et aujourd'hui, on l'a dit, vers de nouveaux modèles de consommation alimentaire. Alors ces colloques sont destinés à faire le point sur des savoirs scientifiques de plus en plus volumineux et complexes et sur leurs impacts multiples. L'objectif est d'en débattre avec l'ensemble des parties prenantes pour aider aux actions individuelles et collectives capables d'améliorer notre alimentation. Alors la première question, évidemment, est-ce que nous devons améliorer notre alimentation? Des progrès fantastiques ont été faits depuis un siècle en matière de sécurité alimentaire. Et pourtant, nous sommes invités et peut-être même contraints à améliorer notre alimentation pour 4 raisons. La première raison, c'est que sur les 7 milliards d'habitants que compte notre planète, 1 milliard a faim. Un second milliard est carencé en protéines et oligo-éléments. Et 1,5 milliard de personnes sont en surpoids. C'est-à-dire que la moitié de la population mondiale est mal nourrie. La deuxième raison, c'est qu'il existe un lien étroit entre notre alimentation et notre santé physique et psychique. Les découvertes les plus récentes de la science parlent de deuxième cerveau. Et où se situe le deuxième cerveau? Dans l'appareil digestif. Et d'ailleurs, on ne fait que redécouvrir des savoirs tacites, très anciens, des savoirs chinois. La troisième raison, c'est que la production et la commercialisation des aliments provoquent de lourds prélèvements sur nos ressources naturelles, notamment en eau, et affectent gravement l'environnement par la dégradation des sols et occasionnent de multiples pollutions. La quatrième raison, c'est qu'il existe d'énormes disparités alimentaires entre pays et au sein de chaque pays. Et ceci entraîne des tensions géopolitiques et sociales porteuses de conflits qui peuvent être très violents. Ces points ont tous des dimensions intergénérationnelles. Par exemple, on sait que l'alimentation du fœtus a des répercussions importantes, parfois irréversibles, sur la santé du futur enfant et adulte. Ou encore, le mode de production agricole peut définitivement stériliser la terre. Si l'on réunit ces 4 considérations, la santé, l'environnement, l'économie et la société, avec leur impact potentiel sur les générations futures, nous avons la définition du développement durable. Nous sommes donc politiquement corrects. Cette journée est consacrée à la consommation alimentaire. Je vais en conséquence orienter mon propos vers la condition première de la consommation, dont nous n'aurons pas trop l'occasion de traiter aujourd'hui, à savoir la production. En effet, la consommation n'est que la phase terminale, ou presque, d'un produit, ce qui suppose que ce produit soit disponible et donc qu'il ait été fabriqué et distribué. En d'autres mots, la consommation est la rencontre entre un besoin, une proposition et bien sûr une capacité d'accès. C'est pourquoi je voudrais insister, après Anne-Lucie, dans ce préambule sur l'impératif d'une vision interdisciplinaire, globale et interactive de l'alimentation. Il se trouve que c'est dans cette école qu'a été imaginé, il y a 35 ans, le concept qui permet une telle approche. Il s'agit du concept de système alimentaire. Vous avez ici la définition de notre regretté collègue Louis Malassi, qui dit que le système alimentaire, c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Cette définition a été ensuite reprise, complétée, précisée par de nombreux chercheurs en France et dans le monde. Mais je dois dire que l'école française d'économie agroalimentaire a vraiment innové dans le domaine très large de l'économie agricole et rurale. Cette définition englobe bien sûr le consommateur, mais aussi l'ensemble des acteurs, non pas de la fourche à la fourchette, comme on le dit souvent,
mais plutôt de la semence végétale ou animale aux molécules sorties des unités de traitement de nos déchets. Cette chaîne comporte le secteur de l'agrofourniture, des agriculteurs, des artisans, des industriels de l'agroalimentaire, les industries de l'emballage et des équipements, les commerçants, les transporteurs, les restaurateurs et les services financiers de communication, la recherche et développement, la formation et les organismes publics. En France, par exemple, le système alimentaire emploie 4 millions de personnes et est de loin le premier secteur économique français, 1 million d'entreprises. Il y a des centaines de formes et de modalités d'organisation et de fonctionnement des systèmes alimentaires dans le monde. Ce que nous mangeons et la façon dont nous le faisons vont dépendre du type de système alimentaire dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, en 2014, en simplifiant beaucoup, dans un but de compréhension et d'action, on peut considérer que notre planète se répartit en 3 types de systèmes alimentaires que vous avez sur ce graphique. Le premier, qui est probablement le plus important, c'est le système agro-industriel de masse. Le second, c'est le système alimentaire fragmenté, et le troisième, c'est le système alimentaire intermédiaire. Alors il faut signaler que le système alimentaire intermédiaire combine les deux précédents, mais n'a pas leur ampleur économique et démographique, et il est menacé soit d'absorption par le SAM, soit de disparition. Notre constat est qu'aucun des deux systèmes majoritaires, le SAM ou le SAF, ne répond aux critères du développement durable, c'est-à-dire la santé du mangeur, la triple performance économique, sociale et écologique des entreprises, l'équité entre consommateurs, entre producteurs et entre les deux. Le SAM est formé de grandes firmes qui nous pourvoient en aliments peu chers et sûrs. Il est spécialisé, concentré, financiarisé et globalisé. En conséquence, il participe à l'explosion des maladies chroniques, obésité, cancer, diabète, à la réduction de la biodiversité, aux délocalisations. Il amplifie les inégalités entre régions et entre pays et génère d'énormes gaspillages. Le système alimentaire fragmenté, très présent dans les pays du Sud, est focalisé sur l'exploitation agricole, villageoise ou nomade. Il élabore des aliments adaptés aux ressources naturelles et au patrimoine culturel locaux. Il préserve la biodiversité, mais il génère, à travers son mode de production, une très faible productivité. Il mobilise une très faible productivité et ne parvient pas à nourrir correctement les campagnes où il existe et les villes voisines. Il s'accompagne souvent d'une grande pauvreté et d'un lourd cortège de maladies infectieuses. Il faut insister sur le fait que l'environnement économique, infrastructurel et institutionnel influence profondément la nature et les performances de chaque système alimentaire. L'état d'un système alimentaire est donc fortement déterminé par des facteurs qui lui sont externes. Le constat de non-durabilité alimentaire mondiale que je viens de faire invite donc à concevoir et construire un système alimentaire de 4e type, ou on peut encore appeler système alternatif par rapport à la description des modèles dominants qui vient d'être faite. Les travaux des chercheurs et les demandes de la société civile et des collectivités territoriales font émerger le concept de système alimentaire territorialisé, dont l'originalité est qu'il est fondé non pas sur la seule valeur marchande de l'aliment, mais sur un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles. La première d'entre elles, c'est la qualité nutritionnelle et sensorielle, notamment gustative, des produits qui existent peu dans le modèle agro-industriel. La deuxième valeur, c'est le contenu culturel de nos aliments. Ensuite, il y a le mode de production en circuit court, intensif en emploi, respectueux de l'environnement, naturel et esthétique. La quatrième valeur, c'est l'accessibilité et le mode de consommation commensal et convivial des aliments. Nous avons ensuite l'ancrage territorial et la contribution au développement local. Et enfin, la gouvernance participative et équitable. À ce stade, il s'agit encore d'un idéal type théorique et utopique, ou utopique pour certains. Alors
Alors je voulais trouver un dessin de François Cavana qui vient de décéder. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais vous avez ici Carac, qui est excellent. Je vous encourage à méditer sur cette caricature. Le système alimentaire territorialisé a l'avantage d'indiquer un cap et de fournir un contenu. Et l'on observe un peu partout dans le monde des expérimentations qui s'inscrivent dans ce courant. L'amplification de ce mouvement est conditionnée par des inflexions et des ruptures dans les pratiques et les cadres réglementaires actuels, avec la mise en place de véritables politiques alimentaires qui n'existent pas ou qui existent peu dans la plupart des pays du monde. Second point, et on va en parler longuement toute la journée, c'est la modification du comportement des consommateurs, perceptible, et c'est encourageant, depuis le milieu des années 90, après les crises sanitaires, la montée de certaines pathologies comme l'obésité, et dernièrement, ce qu'on pourrait appeler le choc de l'opacité des filières avec l'affaire des lasagnes. Cette évolution est encourageante et est le prémisse des changements que nous appelons. Et enfin, il faut une généralisation et un approfondissement des chartes de responsabilité sociale d'entreprise. Les instruments pour développer les systèmes alimentaires territorialisés sont connus. Le premier d'entre eux, c'est l'innovation. Le SAT n'est pas un retour aux lampes à huile et à la marine à voile, comme disait De Gaulle. C'est quelque chose de post-moderne, d'hyper-moderne. Donc l'innovation, c'est pour développer des savoirs technologiques et organisationnels intégrant toutes les dimensions du développement alimentaire durable. C'est l'éducation des mangeurs, des consommateurs, de la maternelle à l'université du troisième âge. C'est l'information générique par les masses médias et l'encadrement strict de la communication commerciale. Ce sont les normes, les labels, une fiscalité différenciée permettant d'établir un jeu concurrentiel équilibré, contrairement à ce que vous voyez sur cette seconde caricature. Et enfin, c'est la coordination des actions au niveau national et européen pour atteindre une taille critique. Certes, il s'agit d'un programme très ambitieux, mais qui répond à des enjeux majeurs, car vitaux. La qualité de l'alimentation concerne tous les peuples. Le système alimentaire occupe directement ou indirectement plus du tiers de la population active de la planète. Et enfin, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, appelle de nouvelles technologies et de nouveaux modes d'organisation. Alors j'ai retrouvé une citation de Reclus, non pas Élisée Reclus qui est le plus connu, le géographe, mais Élie. Élie Reclus, donc un philosophe, et qui dit quelque chose de très actuel si on sait l'interpréter. C'est qu'il n'y a pas de question plus importante que celle de l'alimentation. Chaque jour, elle se dresse aussi impérieuse, aussi absorbante que la veille, à des multitudes. Il faut chaque matin la résoudre, ou pâtir, ou périr. Et maintenant, place à l'étude, à la critique et aux propositions pour mieux consommer nos aliments. Merci de votre attention.